Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau live des vignerons indépendants de Champagne où nous allons parler ce soir d'un cru très particulier et emblématique de la Champagne qui est bien sûr le rosé d'Hérissé. Donc Émilie du Champagne Morel Père et Fils va me rejoindre. Voilà. En quelques secondes pour nous rejoindre. Il fait beau en Champagne, c'est l'époque de la fleur, tout va bien. Et il fait très beau. Voici Émilie. Bonjour, bonsoir à tous plutôt. Comment vas-tu? Très bien et toi? Ouais, très bien. Bah, tu vois, regarde, je suis dans un environnement bleu comme le ciel autour de Ah, Reims. donc moi j'ai C'est essayé magnifique. de mettre un peu de vigne derrière moi. Oui, tu fais mieux que moi, hein. Mais Ouais. bon, j'aurais bien aimé être dans les vignes, mais après, c'est ma connexion malheureusement qui n'est plus là, hein. Oui, bah, c'est un peu pareil pour moi. J'aurais préféré faire le lac dans les vignes, mais au Rissé, bah, comme partout, bon, ça peut être un petit peu chaotique au niveau connexion, donc c'est mieux dans le bureau malheureusement. Une prochaine fois dans Voilà, les vignes quand on aura la 5G peut-être. exactement, exactement. Donc déjà, pas mal de gens nous ont rejoints. Bon, bonjour à tous. Donc, bah, j'ai le grand plaisir d'animer un nouveau live des vignerons indépendants de Champagne. Et quel plaisir puisque nous sommes au Rissé avec Émilie du Champagne Morel Père et Fils. Nous sommes au Rissé, cru emblématique de Champagne, hein. C'est le cru qui a plus de superficie viticole de la Champagne. On va le décortiquer un petit peu, hein. Et puis surtout, on va essayer d'en savoir un petit peu plus bah, sur ce domaine également emblématique, hein, puisque de père en fils et en fille, je Et dirais, puis, voilà, vous êtes très impliqués dans la vie, notamment du secteur et notamment des rosés d'Hérissé, dont nous aurons l'occasion de déguster bah, le millésime 2017 ensemble. Et c'est vraiment un énorme plaisir. Ça va changer un petit peu du champagne. Et puis c'est quand même quelque chose d'assez emblématique chez vous. Donc quelle bonne idée, hein, effectivement, d'avoir voulu placer cette belle cuvée que nous allons déguster ensemble. Et il me hâte hein, d'ailleurs de l'ouvrir. Mais avant cela, je vous propose d'en découvrir un petit peu plus sur la maison. Et ben Émilie, je vais te laisser la parole, hein. Essaie de nous raconter un petit peu bah, l'historique de la ok. maison Morel. Nous t'écoutons. Ok, bah, enchantée et ravie de vous accueillir dans mon domaine, même si bon, là, c'est juste en vidéo pour l'instant. Après, vous pourrez venir après cette vidéo le découvrir en vrai. Ce sera avec plaisir que je vous y recevrai. Donc, moi, je suis Émilie, je travaille avec mon père et mon frère. Donc, on a un vignoble familial depuis 6 générations. Donc, ça fait un moment. Donc, moi, je suis la sixième génération. Voilà, on a repris le domaine avec mon frère à la suite de mes parents. Et voilà, mon père travaille toujours avec nous pour assurer la transmission et que tout se passe bien, voilà, pour nous aider aussi, parce que dans un domaine viticole, On lui fait dans un domaine, beaucoup. viti- dans un domaine viticole, voilà, il y a quand même beaucoup de boulot, donc c'est bien qu'il soit encore un petit peu avec nous. Donc on a 8 hectares, donc situé au Rissé, comme vous l'avez expliqué, terroir complètement emblématique, où on a 3 AOC. Donc on est le seul village à avoir. Déjà, on est le plus grand village de Champagne donc avec 866 hectares. Et on a 3 AOC, ce qui fait notre originalité. Donc Champagne, Coteaux Champenois et le Rosé d'Hérissé, le fameux. Voilà, comme j'ai dit, on a 8 hectares, donc sur des coteaux bien exposés, donc beaucoup classés en Rosé d'Hérissé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, la maison ne faisait que, quand mes parents ont commencé, on ne faisait que du Rosé d'Hérissé. On s'est mis à faire du champagne un petit peu plus tard. Donc le rosé d'Hérissé, historiquement, chez nous, est très important. On en fait également beaucoup par rapport aux autres de l'appellation. Et on Euh, l'appelait, je crois, le Pinot Rosé d'Hérissé, je crois. oui, c'était avant 1947, donc avant la date de création de l'AOC, ça s'appelait Pinot Rosé d'Hérissé, ouais, ou Pinot Rosé. Ça Pinot Rosé. dépendait, quand on regarde les vieilles étiquettes, il y avait les deux appellations. Donc voilà. Après, il y avait Pinot, il y avait deux orthographes aussi, c'est rigolo. Il y avait Oui. Pinot P-I-N-O-T comme le Pinot Noir, et il y avait aussi Pinot P-I-N-E-A-U. Donc après, bon, ça c'est un petit peu, comment dire, voilà, tout s'est un petit peu structuré, mais ouais, avant 1947, ça l'était un petit peu moins, et du coup, il y avait plusieurs étiquettes avec différentes choses. C'est plutôt rigolo et sympa de voir les anciennes étiquettes du Rosé d'Hérissé, qui est un vin qui existe depuis très 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 longtemps. Donc, ben, dis-nous au niveau du domaine.
On est situé au cœur du village, près de l'église. Donc historiquement, la maison est la maison de mes parents. Et là, on vient juste de déménager en fait, on a réinvesti notre ancienne cuverie pour en faire un caveau d'accueil qu'on a complètement rénové pour pouvoir accueillir nos visiteurs de manière voilà, un petit peu plus chaleureuse. Et on a aussi une super belle cave en dessous qu'on pourra faire visiter. Et on va faire pas mal d'activités de nos tourismes, dont un escape game sur le thème du champagne et du rosé d'Hérissé, pour que les gens puissent découvrir aussi de manière plus ludique, d'une autre façon qu'une visite de cave traditionnelle, et pour aussi pouvoir s'amuser en groupe et ensemble, le champagne et le rosé d'Hérissé. Donc ça va être sympa, ça sera en place cet été. Donc ça Et en peut être... plus, dans cette cave a vu passer pas mal de belles bouteilles et de bouteilles emblématiques de vieilles bouteilles, hein. Quand on regarde Oui, un c'est peu les ça, oui. vidéos du domaine, moi j'ai eu Ouais. l'occasion de venir il y a très longtemps chez vous quand même, et quelle cave magnifique, hein, c'est vraiment extraordinaire. Oui, on a une collection de rosé d'Hérissé qui remonte jusqu'à 1947, qui est en fait la date de création de l'appellation. Donc voilà, et ce qui était très sympa, c'est qu'en 2017, on a fait les 70 ans de l'appellation et qu'on s'est tous réunis avec les vignerons d'Hérissé et qu'on a ouvert une année, enfin, qu'on a ouvert une bouteille d'année de récolte. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rosé d'Hérissé, c'est un vin qui ne se fait pas tous les ans. Ça se fait que les bonnes années. Donc voilà, il y a des années, on n'en a pas fait parce que le climat ne le permettait pas, parce que la qualité du raisin ne le permettait pas. Donc voilà, il n'y en a pas tous les ans. Mais du coup, pour ces 70 ans de l'appellation, on avait ouvert une bouteille de chaque année de production. On l'a fait tous ensemble avec les autres vignerons. Donc c'était très sympa. On a goûté des bouteilles de 1947, des bouteilles de 1975, des 76, des millésimes un petit peu plus récents. Et on s'est aperçu que le rose d'Hérissé, c'était vraiment... on le savait déjà, mais ça nous a confirmé que le rosé d'Hérissé était vraiment un vin de garde. Même voilà, par exemple les années 75-76, c'était resté vraiment excellent. Mm. Et même le 1947, voilà, c'était un vin qui a quand même 70 ans, mais il avait encore beaucoup de fraîcheur, toujours ces petits arômes de fruits rouges et d'épices. Donc c'était aussi enfin, un petit peu émotif de pouvoir goûter un vin que mon grand-père avait vinifié, quoi. Ouais, c'est Donc, magnifique. mm, je pense que enfin, ça se fait pas avec tous les vins, quoi. Tout à fait. Donc aujourd'hui le domaine donc est situé uniquement au Rissé. Oui, on est situé que sur la commune d'Hérissé, ouais. Donc Donc vous on est travaillez, joignable un tout petit peu à Bagneux-la-Fosse, parce ouais, c'est à que j'ai une côté. partie de ma famille qui est plus côté Bagneux, mais voilà, la plupart de nos coteaux sont Rissé avec un petit peu à Bagneux-la-Fosse, qui est vraiment le village juste à côté, quoi, qui À touche l'ouest, hein. Rissé, pour Ouais. ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas complètement le finage de Champagne. Alors chez vous, donc on trouve bien sûr beaucoup de pinot noir, mais on trouve un petit peu de chardonnay aussi. Un tout petit peu, ouais, on a 1 hectare, un petit peu moins d'1 hectare en chardonnay. Mais la maison est vraiment caractérisée par le pinot noir. Même au niveau de nos champagnes, notre gamme de champagne, euh, voilà, c'est le cépage qu'on travaille et qu'on essaie de sublimer en fait par le rosé d'Hérissé et aussi par nos champagnes. Donc on a des champagnes, on a un brut réserve, et après on a beaucoup de ce qu'on appelle de blanc de noir. Donc pour les non initiés, c'est des champagnes qui sont faits parce que le pinot noir c'est un raisin noir. Si on le presse tout de suite, on va avoir du jus blanc. Donc blanc de noir parce qu'on fait du blanc avec du raisin noir. Donc voilà, on fait beaucoup de blanc de noir. Donc on a un extra brut également, un brut réserve, donc chez nous qui va vieillir 3 et 4 ans, entre 3 et 4 ans sur latte. Et puis, on va avoir d'autres champagnes, dont ce qu'on appelle un extra dry qui va être un petit peu plus doux, plus gourmand pour les gens qui aiment bien les choses un petit peu plus douces, mais pas trop On rappelle sucrées. juste, excuse-moi, on rappelle juste que extra dry, hein, c'est la dénomination de la liqueur d'expédition qui vient juste au-dessus Oui, du brut, hein, c'est entre ça, 12 et voilà. 17 grammes de sucre par litre. Voilà, c'est un tout petit peu plus doux qu'un brut. Voilà. Mm. Parce que voilà, il y a aussi enfin, voilà, il y a plusieurs types de clients et on avait la demande aussi de vins plus secs, mais aussi un petit peu plus doux. Donc voilà, on a différents blancs de noir. La vinification est un petit peu différente aussi sur ces différents blancs de noir. Pour tout ce qui est un petit peu plus doux, on va avoir des vins plus jeunes pour garder beaucoup de fraîcheur. Et tous les vins en extra brut, eux, vont vieillir un petit peu plus longtemps pour avoir plus de richesse.
Donc vraiment, c'est pas, voilà, on a vraiment travaillé chaque cuvée pour qu'elle soit équilibrée. Vous Et travaillez un puis, peu, vous travaillez un peu avec le bois? un tout petit peu, on fait vieillir nos chardonnays, enfin le rosé d'Hérissé, si on parle de rosé d'Hérissé. Lui, il y a une partie des vins qui va passer 10 mois en fût et une partie des vins qui va rester en cuve pour après pouvoir être assemblé, enfin toujours de la même année, hein. Et pour le champagne, on fait vieillir quelques chardonnays, enfin vieillir. On vinifie quelques chardonnays en fût qu'on va après utiliser dans l'assemblage comme des épices en fait. Donc on va en mettre vraiment très très peu, ça ne se sentira pas, et ça va venir un petit peu comme des petites notes Mhm. voilà, qui vont venir complexifier l'assemblage. Voilà, pour ramener des choses intéressantes, de la complexité, voilà, différents arômes, sans que ça sente le bois. Nous, c'est pas notre style d'avoir des vins boisés. Vous avez tellement de beaux cailloux à exprimer que ce Oui, serait voilà, c'est dommage. ça. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est quand même d'exprimer notre joli terroir, donc d'arriver à le sublimer dans les vins sans, entre guillemets, rajouter vraiment d'artifice, quoi. C'est vraiment le but quand on vinifie, c'est vraiment d'exprimer ce qu'il y a dans le sol, quoi. C'est pas forcément de faire autre chose, quoi. Alors, on arrive donc à la viticulture. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous faites un peu à la vigne? Oui, alors nous, du coup, on essaie de préserver un maximum la biodiversité. Donc, tout notre vignoble est enherbé naturellement. Et tout ce qui est contrôle de l'herbe, parce qu'à un moment, il faut contrôler, parce que sinon, ça peut rentrer en concurrence avec la vigne. Du coup, on n'utilise pas de ce qu'on appelle des herbicides. On n'utilise pas du tout. Nous, on fait que du travail mécanique. Donc, on va dire, quand il y a besoin, enlever l'herbe avec ce qu'on appelle des intercepts ou la tondre, voilà, tout simplement, quoi. Sinon, au niveau des autres pratiques, on n'utilise pas non plus d'insecticides, donc on va laisser le milieu naturel faire, voilà, se développer comme il souhaite. Enfin, au bout d'un moment, de toute façon, il y a un équilibre qui se crée dans la vie. Et puis voilà, donc on va juste lutter contre la maladie qu'on a tous, malheureusement, c'est le milieu. Où voilà, il faut faire quelque chose. On essaie toujours de privilégier voilà, beaucoup d'observations en vignoble pour intervenir juste quand on a besoin. Et puis utiliser au maximum tout ce qui peut être méthode naturelle. Voilà. On essaie de privilégier ça un maximum pour privilégier, voilà, pour avoir une belle biodiversité et un sol vivant dans nos parcelles. Au niveau certification, pour l'instant, on est certifié haute valeur environnementale. Puis après, on va voir au niveau de ce qu'on va faire, si on va plus loin, si on va faire d'autres certifications. Voilà, ça c'est en réflexion en ce moment chez nous. Donc, voilà. Donc, je vous invite à suivre le domaine pour voir. Voilà, l'idée c'est quand même à chaque fois de préserver un maximum la biodiversité dans nos vignes et trouver le meilleur équilibre voilà, entre les contraintes de production et puis la vie naturelle qu'on doit préserver. Ok. Avant de parler de terroir, tu parlais de biodiversité. Et je sais que sur le finage d'Hérissé, vous avez des calcaires qui sont d'une pureté exceptionnelle, hein, sur le bas de coteau notamment, dans lesquels ont été, je crois, réalisées des carrières et Oui. dans lesquelles notamment, je sais qu'il y a des chauves-souris Ah oui, qui c'est s'y vrai, sentent oui. Il y a bien. pas mal de chauves-souris, ouais. Mm. Ouais, Je crois que en plus, c'est une espèce en voie de disparition et je crois qu'elle est unique en Europe. Et effectivement, il y a des balades d'ailleurs qui sont organisées de temps en temps par un naturaliste pour aller les d'accord. voir. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais mes parents l'avaient fait une fois, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais voilà, pour aller voir cette sorte de chauve-souris. Oui, Faut parce se que je renseigner à crois l'office qu'il y de a, tourisme, je pense. oui, parce que je crois qu'il y a 7 ou 8 cavités comme ça, hein, qu'on trouve de part et d'autre de la Laigne, Ouais, qui c'est sont possible. fermées, hein, j'imagine, hein, bien sûr, ou recouverts, hein. Je ne sais pas s'il y a encore des portes fermées ou des grilles, hein, je ne sais pas trop. Ça, je sais pas trop, ouais. Mhm. Faudrait la faire, la balade, pour voir, et plutôt la nuit, mais oui, je sais que c'est quelque chose qui est possible, ouais. Ou alors dans votre cave, parce que je sais que les chauves-souris aiment bien venir dans les caves Bah, en j'en pierre avais dans le sèche. grenier à un moment, mais dans la Ah cave, oui, je n'ai jamais vu, hein. d'accord. Faut quand même qu'elle puisse rentrer, sortir, mais pourquoi pas si la cave est ouverte. Oui, c'est ça. Mm. Je sais pas si elles peuvent voler bas quand même. Enfin, Si, elles peuvent descendre elles peuvent descendre assez bas. ah ouais, dans des petits tunnels pas très, D'accord. Ah bah du coup, si les caves sont ouvertes, c'est vrai que enfin,
Potentiellement, c'est possible. Après, elles peuvent peut-être déranger un peu elles n'aiment pas trop être dérangées, je crois. Donc, Oui, c'est ça. Mm. s'il y a un peu d'activité, je suis pas bien sûre. Mais je sais qu'on en avait dans le grenier. Bon, c'était plutôt des classiques, mais, ouais, ça vole comme ça. Fiou, c'est rigolo. Ouais, voilà. Ok, je te propose d'évoquer un peu le terroir des Rissés. Oui, Donc les Rissés, bien sûr, on est situé dans la Côte des Bars. Si vous venez voir le Champagne Morel, père et fils, bah, prenez les petites routes pour voir les paysages. Si vous êtes très pressé, qu'il vous faut du champagne, du rosé des Rissés, vous prenez l'autoroute A5. Vous sortez à Magnon, par exemple, et vous êtes à quoi une vingtaine de kilomètres au sud, hein, oui, sur les Rissés. Donc les Rissés, on rappelle, hein, trois bourgs ou trois hameaux, hein, fortifiés qui ont été réunis à la Révolution, hein, pour former les Rissés. exactement. Alors vous, vous êtes dans lequel? Nous, dans le haut, parce qu'effectivement, il y a Rissé-Bas, Rissé-Haute-Rive et Rissé-Haut. Et nous, on est dans la partie haute. Bon, en fait, c'est par rapport à la rivière, hein. C'est inversé en fait. Voilà. Oui. Puisque Et voilà, parce que les terrains ont été inclinés suite au soulèvement des Alpes. oui, Et c'est donc, ça. quand on va vers le sud, on monte, si vous voulez. Hein. Oui, c'est ça. Et après, on a une Et belle voilà, donc descente nous, on est pour. dans le haut, parce qu'il y a le bas Voilà. aussi. Et Et on est à puis, côté de l'église, en fait. Parce qu'il y a oui, c'est trois ça. églises aussi. Parce qu'il y avait 3 villages, donc il y a 3 églises. Tout marche par 3 au Rissé, en fait. Et donc il y a 3 appellations, 3 églises, 3 villages. Voilà, c'est le village du nombre 3. Ouais, non, mais Mm. c'est marrant, c'est très riche en architecture. Les pierres sèches sont quand même magnifiques, hein, pour les maisons. Quand on se balade Oui, dans les Rissés, c'est vrai qu'il y a un charme fou. Et nous oui, sommes dans la vallée de la Laigne, donc la Laigne, un affluent de la Seine. C'est pour ça que nous sommes dans la région que l'on nomme le Bar séquané. Bar, ça veut dire sommet, hein, puisque nous sommes dans une zone de plateau qui a été échancrée par différents cours d'eau et qui ont créé donc des reliefs de vallée, plus ou moins encaissés. Hein. Et vous, vous êtes dans la vallée de la Laigne. Alors, c'est ça. Laigne signifie le bois, puisque à une certaine époque, hein, je me suis fait ma petite recherche, hein, effectivement, à l'époque carolingienne et féodale, tout ce qui était situé entre guillemets en bordure de forêt portait le nom de lemnia, d'où laigne D'accord. et découle entre guillemets, sans faire de jeu de mots. Et ça désignait apparemment un environnement forestier qui permettait d'avoir des bons revenus. Et encore D'accord. aujourd'hui, on voit que la forêt ou les bois sont très présents au Rissé. Hein. Oui. Mm. Hein. Encore Ah bah, aujourd'hui. à Hein. chaque fois, au niveau de la topographie, on a toujours comment dire, dans la plaine, on a tout ce qui est agriculture, des grandes cultures. Les vignobles sont exclusivement sur les coteaux et tous les hauts de coteaux sont plantés, enfin, sont pas plantés, ce sont des forêts, en fait. Ouais, ouais. Alors pour voir un petit peu le paysage des Rissés, imaginez une feuille de vigne. Donc vous avez la feuille de vigne, vous avez en plein milieu une grande nervure, c'est la laigne entre guillemets. Et parallèlement à cette nervure principale nord-sud, vous avez des nervures perpendiculaires. Et donc là, on a des systèmes anciens de failles, hein, notamment, qui ont permis de monter un petit peu plus vers les coteaux, d'avoir des échancrures par d'autres cours d'eau, hein, à l'époque où l'érosion se faisait également de manière hydraulique. Et donc, on va avoir comme ça des vallons, entre guillemets, perpendiculaires. Et au sein même d'un vallon, on peut avoir des ramifications. Donc, dans le secteur, on appelle ça des valles ou des vaux, entre guillemets. Et je crois qu'au Rissé, vous avez à peu près 45-44 veaux, hein, ou Oui, c'est valles, quelque chose comme ça, ouais. on peut appeler Val, hein, VALS, Mm. hein, c'est un ancien nom français, hein. Donc on peut l'appeler comme ça. Et bien évidemment, nous avons des expositions qui sont majoritairement vers le sud, le sud-est, mais selon l'endroit où on se trouve dans les vallées et sur les rives, bien évidemment, nous avons ce qu'on appelle l'envers et l'adré, entre guillemets, hein, comme dans toute vallée. L'envers, c'est plutôt la rive droite et l'adré, la rive gauche. Hein. Tout simplement parce que comme la zone est remontée, si vous voulez, pour que ça soit, ce que je peux prendre. Je vais prendre mon agenda comme ça. La prochaine fois, il faut prendre une feuille de vigne, en fait. Voilà, c'est ça. Là, vous avez les rissés, en fait, vous remontez. Dans cette partie-là, vous avez les coteaux, entre guillemets, de l'envers, et de cette partie-là, vous êtes sur l'Adré. Alors, bien D'accord. évidemment, enfin, ça, tu nous le diras tout à l'heure, hein, mais je crois que les principales parcelles pour les rosés des rissés sont sur la rive gauche. Oui, c'est ça. C'est la rive qui est la plus échancrée, entre guillemets, par l'érosion, donc qui présente énormément de vallons, donc des vallons parfois très encaissés, où les chaleurs peuvent être très très importantes
Oui, c'est ça. l'été notamment, hein. Donc une grande typicité de pinot noir qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Champagne ni en France. C'est vraiment au Rissé qu'on trouve ces typicités de pinot noir, mêlant à la fois la fraîcheur de l'altitude et des calcaires avec la vinosité des microclimats. Donc Mm. c'est vraiment très particulier et c'est ce qui fait vraiment une grande différence. La particularité également, puisque nous sommes sur la partie de la Côte des Bars, hein, vraiment au départ de la Côte des Bars, la partie qui est donc remontée, c'est là où on va voir les terrains les plus récents de la Côte des Bars. C'est pour ça que habituellement nous sommes sur des alternances de 3 zones de marne avec 2 couches on va dire de calcaire marneux. Et au Rissé, en bas de coteau, on a encore deux couches anciennes de calcaire, dont cette fameux calcaire instart dans lequel on a les carrières souterraines et au sein desquelles on peut trouver également des vignobles, notamment sur la rive droite, hein. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vecteur effectivement de tension, de fraîcheur, et effectivement, c'est un peu moins solaire, entre guillemets, que la rive gauche, qui, elle, a subi beaucoup plus l'érosion par des colluvions, hein, des cailloux, mêlés à la fois aux zones de dégel, mais à la fois au ruissellement. Et donc, sur les coteaux, à la fois sur ces marnes très riches, hein, on peut avoir comme ça plusieurs centimètres, hein, de dépôts de colluvions qui vont apporter toutes les nuances, entre guillemets, à la fois aromatiques, tactiles, d'hygrométrie et bien sûr de porosité, qui vont nuancer la maturité des pinots noirs et notamment le profil sensoriel des pinots noirs bien exposé dans cette partie-là, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je ne vous donnerai pas le nom des valles parce que je ne les connais pas par cœur, hein. Il y en a Il y en a plein. beaucoup. Mais ça, c'est vraiment une particularité des Rissés, hein, quand même, hein. D'avoir Mm. tous ces vallons, ces valles encaissés les uns sur les autres, presque un petit peu, hein. Et moi, je me suis déjà baladé là-haut, j'ai ramassé un peu de cailloux, bien sûr, hein. Et on se sent un peu tout seul, hein, presque comme un peu nos ancêtres, hein, face à ces Bah oui, hein, monticules ouais. de cailloux. Bah, Heureusement si qu'il y a on du lit. va, oui, vers le côté, en fait, vers le côté ce qu'on appelle nous l'antenne, parce qu'on a, voilà, on a une partie où on a un beau point de vue en fait, et on voit toute l'immensité du terroir d'Hérissé avec effectivement tous ces vals, et c'est assez impressionnant parce qu'on voit très très loin, et on voit vraiment tout un paysage de vignes avec oui, les vallées encaissées, c'est vraiment très joli. Effectivement, après les différences entre les vignerons, bah, c'est la viticulture, mais c'est aussi de savoir sur quel type de formation vous êtes. Parce que les Oui, c'est marnes, ça. hein, c'est à peu près 50% à 60% entre guillemets de carbonate de calcium, alors que sur les calcaires, hein, on monte très très haut, hein. Et Mm. sur les calcaires à start de bas de coteau, on est pratiquement à 95-97% de carbonate de calcium, hein. Donc ça change quand même énormément de choses Oui, ça sur change le le côté profil aromatique des croquant vins. et, Ouais. Mm. ouais, Mm. croquant et le côté parfois même un peu fruit exotique, hein, qu'on peut avoir sur les rosés dérissés notamment. Ce qui est Ouais. toujours assez étonnant, hein, le côté orange, des choses comme ça, pêche ou autre, hein. C'est assez, ok. Bah écoute, avant de déguster, je te propose de parler un petit peu justement de là où c'est rosé d'Hérissé, voir un petit peu où est-ce que c'est fait, un peu de cahier des charges, hein. C'est le moment de parler parce que tout le monde connaît peut-être un petit peu le rosé d'Hérissé, mais tout le monde ne sait pas un peu le niveau Mm. d'exigence que vous avez mis dans le cahier des charges quand même. Bah oui, oui, forcément. Bah voilà, en nous, le rose d'Hérissé, c'est un vin rare, un peu d'exception. Donc, comme je l'ai dit, on n'en fait pas tous les ans. On n'en fait que les bonnes années. Donc, voilà, il faut que le raisin soit mûr et sain. Parce qu'en fait, le rosé d'Hérissé, ça va être un vin qui va être fait, on va le récolter, donc vendange mûre. Il faut que le degré alcoolique soit un petit peu plus, enfin, supérieur à celui du champagne, parce qu'en fait, on ne fait pas le même produit. On ne peut pas obtenir les mêmes choses. Degré alcoolique potentiel du raisin, donc le degré de sucre du raisin. Enfin, le potentiel alcoolique donc je m'y perds. En fait, Le titre comment dire, le titre alcoolémique potentiel. le truc alcoolémique qui vient en fait du sucre présent dans le raisin. Voilà. Donc, on va récolter le raisin exclusivement manuellement. Donc voilà, on va trier le raisin à la vigne pour ne prendre que les plus belles grappes. Et ce qui va se passer après, c'est qu'on va encuver le raisin en grappe entière. On foule un tout petit peu. Et voilà. Et ce qui va se produire, c'est une macération semi-carbonique dans la cuve. Donc après, on va faire ce qu'on appelle de remontage. Donc il va y avoir un petit auto-pressurage qui va se faire. On va prendre le jus qui est en bas pour le remonter en haut pour que voilà, qu'il y ait une circulation dans la cuve. Et voilà, on va laisser le vin comme ça entre 4 et 6 jours. Il faut savoir que le rosé d'Hérissé, c'est pas un vin qu'on fait au goût. Enfin, pardon, c'est pas un vin qu'on fait à la couleur, c'est un vin qu'on fait au goût.
on va chercher ce qu'on appelle le fameux goût rosé. Donc, c'est en fait dans la cuve, en fait, le processus de macération, c'est tout ce qui va être dans la peau qui va se transférer vers le jus, donc la couleur et aussi les molécules aromatiques. Et voilà, donc ça, ce process va se produire pendant quelques jours. Et il y a un moment dans la cuve, le vin n'est plus vraiment du rosé, mais n'est pas encore du rouge. Parce que plus on laisse voilà, le vin longtemps, le processus de macération se faire, on va passer de la couleur rosé léger à un rouge plus profond. Donc voilà, et dans la cuve, il y a un moment un peu charnière où le vin n'est plus vraiment du rosé, mais n'est pas encore du vin rouge. Et c'est à ce moment précis qu'on arrête la macération. Donc arrêter la macération, ça veut dire sortir tout le raisin de la cuve et le presser. Donc pour ça, ben on va goûter, 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 jusqu'à temps d'avoir ce qu'on appelle le fameux goût rosé déricé, qui va correspondre au moment où voilà, il faut arrêter absolument la macération. Donc ce moment dans la cuve, il dure à peu près 1 heure. Il ne faut pas se rater. Et des fois, c'est en pleine nuit. Enfin, souvent, je ne sais pas pourquoi. C'est dans la nuit. Donc voilà, après, voilà, on se dit, on cible un peu et puis après, on teste. On se dit, ah non, c'est pas encore bon. Donc on revient un quart d'heure après, on regoute, etc. Donc on fait ça ensemble, en famille. Et puis quand on sait que c'est bon, on appelle tout le monde. Et puis voilà, on décuve. Donc voilà, on sort le raisin de la cuve et puis on presse. Donc, on fait ça souvent ensemble. C'est souvent un moment voilà, assez sympa. Surtout quand c'est le milieu de la nuit, à 4 heures du matin, après Oui, pendant les oui. vendanges. Voilà, c'est Alors le j'imagine charme qu'il du y a rosé des... aussi, quoi. Oui, C'est pas oui, un bien vin sûr. facile. Voilà, c'est pas un vin facile du tout. Donc voilà, après qu'on a fait, après voilà, on a fait ça, le rosé va continuer sa fermentation tranquillement, et une partie après fermentation va rester chez nous, en tout cas en cuve, et une autre partie va aller vieillir en fût. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le vieillissement en fût, c'est pas avec des fûts neufs, c'est pas du tout le but. Donc c'est des fûts qui ont déjà 4 à 5 vins qu'on récupère de nos amis bourguignons pour vraiment ouvrir le vin, voilà, pour qu'il s'aère, etc. Après, dans la suite du process, on va avoir une dégustation commune avec tous les autres vignerons d'Hérissé. Donc, on fait ça à l'aveugle tous les ans. En fait, l'idée, c'est ensemble de discuter des vins, de l'année, etc., de voir ce qui va pas. Donc voilà, on fait une dégustation tous les ans ensemble de tous nos vins à l'aveugle pour s'améliorer ensemble aussi. Et ensuite, il va y avoir la dégustation d'agrément donc officiel de l'AOC Rosé d'Hérissé. Donc là où il va y avoir validation ou pas du vin comme étant apte à porter l'appellation Rosé d'Hérissé. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe au niveau du rosé. Et ensuite, une fois on a eu le droit de produire, que le rosé a été validé par le comité de dégustation, on le met en bouteille et il va vieillir. Nous, chez nous, il vieillit minimum 3 ans parce qu'on trouve que c'est un vin qui a besoin de vieillissement pour qu'il soit à son optimal. Donc, on les vend vraiment quand on pense qu'ils sont bons à boire. Et bien sûr, après, vous pouvez les faire vieillir très, Hmm. très longtemps. Comme tous les vins, il y a des millésimes qui se gardent mieux que d'autres, mais c'est vraiment un vin de garde. C'est pas, euh, c'est pas un rosé d'été, en fait. Alors, ça peut aussi se boire l'été, mais c'est plutôt un rosé de gastronomie de repas. Parce que dans les rosés, la palette va être assez large, hein. Ça va aller du rosé, effectivement, presque blanc au presque rouge. Donc nous, on est vraiment dans l'extrême du presque rouge. Voilà. Donc du vin vraiment de gastronomie qu'on va vraiment boire un peu comme un vin rouge, en fait, sur un repas. C'est pas un vin d'apéritif. Voilà, Alors c'est vrai que les rosés déricés, il faut un peu les chercher, hein. Parce voilà que c'est ça. vous êtes combien à faire du rosé déricé sur le secteur? On a environ entre 25 et enfin, environ 25 vignerons à en faire régulièrement. Pour Donc, combien de bouteilles en moyenne à peu près, en annuelles? moyenne, il y a voilà, entre 60 et 80 000 bouteilles de produites par an. Donc c'est vraiment une appellation confidentielle, hein. Pour, voilà, pour la Champagne, juste pour comparaison, pour que nos auditeurs voient un peu les chiffres, c'est 300 millions de bouteilles, juste pour voilà, avoir quelques chiffres. Donc l'hérissé, c'est vraiment une appellation confidentielle et rare, et on veut, voilà, et on veut la garder, enfin voilà, on veut qu'elle reste confidentielle et rare pour avoir un produit de qualité, quoi. En plus, elle a été tellement rare qu'elle a fait disparaître en plus. C'est ça, donc bon voilà, après le problème, faut pas que ça soit non plus trop confidentiel et rare. Le but c'est de garder des produits de qualité et d'avoir voilà, de faire connaître sa notoriété, d'augmenter, voilà, de faire connaître ce produit un petit peu d'exception
et voilà, tout en gardant notre savoir-faire et la qualité des produits. Donc oui, l'appellation a failli disparaître dans les années 70-80 parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est mis, voilà, enfin, historiquement, les Rissé faisaient beaucoup de vins de couleur et le champagne et l'essor du champagne est arrivé. Donc, il a un peu pris le pas sur le rosé des Rissé. Mon père, avec quelques vignerons de sa génération, ont pris un petit peu les choses en main pour faire, voilà, ils ont créé un syndicat de défense de l'appellation. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pour pouvoir sauver le rosé des Rissé et pour aussi le faire connaître un petit peu plus, augmenter sa notoriété pour pas qu'il disparaisse et puis aussi pour que d'autres vignerons continuent à en faire et qu'on soit tous au Rissé, un maximum de vignerons à continuer cette tradition de rosé des Rissé ici au Rissé, quoi. Et je veux dire que si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller voir sur Internet, le syndicat des Rissé est, Oui, je pense, très dynamique, hein, c'est parce que ça. vous Donc, avez un site Internet qui donne beaucoup d'informations, même sur le territoire. Vous avez une carte des lieux-dits, vous avez pas mal de choses. On voit que le ouais, syndicat a déjà bien, entre guillemets, ouais. enfin, déjà bien réfléchi depuis longtemps. La date de création, c'est quoi? C'est 71, Du 1971? syndicat? Oui, Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la hein, date en je tête. crois que c'est Ouais. par là. C'est autour Et, des années 70, ouais. ouais. Et Ouais. on voit que ça a bien convergé et que C'est là, ça. tous les outils sont là pour parler des Bah, rosés des déjà, voilà, Rissés. il y a eu un livre qui a été écrit sur toute l'histoire du rosé dérissé. Si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez le commander en ligne sur le site du syndicat et sur le site du rosé dérissé. Donc, le site du rosé dérissé, on l'a mis en ligne l'année dernière pendant le confinement. Du coup, on avait un petit peu de temps. Donc, on s'est attelé à faire un site qui explique l'histoire, les savoir-faire, les différents vignerons, le terroir dérissé. Et on a édité également une brochure. Et là maintenant, si vous voulez aussi en savoir plus sur le rosé dérissé, on a récemment un compte Instagram, rosé dérissé. Vous tapez rosé dérissé, vous allez tomber dessus, qui est aussi très dynamique et qui a des posts très réguliers pour voilà, faire connaître ce fameux rosé. Et on pourra en apprendre plus de manière ludique également. Donc, Ok, après, bah le rosé écoute, dérissé, voilà, c'est quelque chose de très ancien. Et voilà, on fait des vins vermeils au Rissé, ce qu'on appelait les vins vermeils à l'époque. Donc, des vins vraiment des rouges légers, en fait, qui, au fur et à mesure du temps, sont devenus des pinots rosés et puis des rosés dérissés. Donc, pour des petites anecdotes, c'est un vin qui a été un vin royal, donc parce que au Rissé, à l'époque, enfin, dans les années, autour des années 1680, il y avait des terrassiers, que les gens n'étaient pas que vignerons. Il y avait des terrassiers qui sont allés au château de Versailles pour travailler. Et qu'on les appelait les Cnades du Soleil, les canards du soleil en fait. Et c'est des gens qui étaient, bon, le travail était terrassé au château de Versailles à l'époque, ça ne devait pas être simple en fait, au niveau physique. Et malgré tout, c'est des gens qui étaient toujours joyeux, qui avaient beaucoup d'entrain au travail. Et bon, voilà, apparemment, à un moment, le roi Soleil serait passé, Louis XIV serait passé et se serait intéressé à ces terrassiers qui étaient toujours joyeux, en leur demandant un peu quel était leur moteur. Et c'est là qu'il lui aurait fait goûter le rosé dérissé. Et voilà, il en aurait fait, selon l'histoire, son vin favori. Voilà pour rosé du la soleil. renommée royale du rosé dérissé. Donc, ça situe un petit peu dans l'histoire, voilà aussi. Ce qui s'est passé, voilà, qui existait déjà. Je pense que ça s'appelait pas rosé dérissé. À l'époque, c'était plutôt des pinots rosés. Euh, donc voilà, ce qui prouve que c'est un vin voilà, historique. Oui, puis qui montre aussi que ce cépage était déjà très Oui, emblématique oui, à voilà, l'époque, c'est hein. ça. La tradition des vins de couleur au Rissé Mm. est très, très, très ancienne, quoi. Ouais. Et moi, au début que je travaillais, tu sais, je suis venu très souvent en Côte des Bar et je dégustais pas mal de rosés de macération. Oui, À l'époque, on n'en trouvait que dans la Côte des Bar, hein. oui bah, je Hein, pense qu'on reste quand même. On en trouve un peu ailleurs, mais je pense qu'on reste quand même. Enfin, pour les rosés de macération, je pense que. Je sais enfin, pas. le fait d'en trouver dans la Marne, c'est très récent, hein. Oui, Moi, je sais qu'il y a que dans la Côte des Bar que j'en trouvais, hein. Hein. Et chez vous notamment, hein, mm, hein,
Oui, Alors, ça reste quelque chose, bah, déjà, c'est un savoir-faire particulier. Donc, ça reste quelque chose d'assez rare, même en champagne rosé, de faire des champagnes rosés de macération. Je pense effectivement c'est principalement Rissé dans la Côte des Bars. Bon, j'imagine que maintenant, on est un petit peu ailleurs, mais ça oui, bien reste quand sûr. même Alors, n'oublions pas pas qu'à connu, quoi. un peu plus de 20 kilomètres au sud d'Hérissé, on est en Côte d'Or, hein. Oui, c'est Hein, ça. On est très proche de la Bourgogne. voilà, donc on a le vignoble du Châtillonnais qui est pas loin, où Mm, traditionnellement, on faisait des effervescents rouges. mm. Donc voilà, donc ces traditions de macération, c'est quand même très très lié au sud de la Champagne, hein. Oui, Et bah, historiquement, chez vous avez nous, un vrai effectivement, savoir-faire, ouais. hein. Mm. On en a Ouais, toujours fait beaucoup. mm. Puis on a toujours été aussi à un moment un peu entre les deux. Du coup, on a une grosse tradition, un savoir-faire sur la macération qu'on a su conserver aussi et su transmettre, enfin que nos parents ont su nous transmettre au fur et à mesure des générations pour qu'on continue ce travail de macération qui n'est pas facile en fait. Ça nécessite quand même Ah ben, sous tirage comme ça, c'est énorme, hein. Ouais. un petit peu de savoir-faire. C'est plus compliqué. Au niveau mise en place, c'est plus risqué aussi parce qu'il ne faut pas se rater. La macération, même pour le champagne rosé, donc on va beaucoup moins loin, c'est peut-être 2 ou 3 jours, mais il ne faut pas non plus se rater, faut pas aller trop loin parce que sinon on va avoir des choses un petit peu tanniques ou un petit peu trop vineuses, ce qui pour du champagne, voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Donc c'est très sensible la macération, donc voilà, ça demande beaucoup plus d'attention, un savoir-faire particulier. Voilà, des équipements particuliers aussi pour pouvoir décuver dans de bonnes conditions. Oui. Mm. Parce que c'est pas évident de sortir le Ah raisin de la oui. cuve. C'est un peu physique. Donc voilà, il faut aussi être une équipe qui connaît pour, au niveau en cuverie pour pouvoir le faire. Et voilà, c'est un petit peu, voilà, faut être un peu en forme. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ah, c'est costaud, Mais hein. voilà, après c'est intéressant à faire en vinification. Alors moi, j'ai C'est vraiment sorti intéressant. déjà un petit peu Ah cette, bah voilà. Moi je l'ai le, aussi avec moi sur le voilà, côté. on parlait de trésor, hein, on y est, hein. Hein. Mm. Donc le trésor de la maison Morel Père et Fils, hein, le rosé d'Hérissé, avec le blason. C'est ça. La bouteille, c'est la bouteille du coup qui a été faite par le syndicat dans les années 90, voilà, avec le blason d'Hérissé. Ok. Bon, ben, je te propose de procéder Oui, bah, je vais me servir un verre aussi du coup. à sa dégustation. Ah, moi, j'ai pas ouvert avant, hein, tu vois. Ah ouais, j'ai anticipé. Je me suis dit que des fois c'est un peu tire-bouchon, on est un peu pas très à Ouais, l'aise avec. c'est Donc, bien, hein, c'est bien. je me suis dit que je me sentirais plus à l'aise avec la bouteille ouverte. Ou alors, ça veut dire que tu en as déjà bu un petit coup avant, hein. Ah bah peut-être, ça, vous pouvez pas le savoir. Comme c'est 18h30, je me suis peut-être dit, je me fais C'est un l'heure. petit apéro vers 18h. Oh, quelle couleur! Quelle Voilà, je sais couleur! pas si vous voyez. Après, avec la caméra, c'est pas forcément facile, hein. Ouais, j'essaie de jouer un peu sur les nuances. J'ai une petite lumière là, moi, mais je vais voir En si fait, c'est ça un marche. rosé qui a des nuances orange. Oui, c'est ça, c'est un Euh, petit peu tuilé. voilà, on appelle ça des rouges Garance, Oui, c'est exactement ça, ouais. hein. Ce rouge Garance, pour information, parce que je me suis un peu renseigné quand même depuis très longtemps, sur ce fameux Garance qui est un vrai pigment végétal naturel, Mm. hein. Bon là, bien sûr, c'est le raisin, hein. Mais c'est intéressant. J'avais noté donc cette plante, elle s'appelle Rubia tinctorum, et ces pigments effectivement sont si puissants, hein, que les animaux quand ils mangent les racines, on retrouve aussi bien, par exemple si c'est de la vache Ah, ok. Dans ou les des chèvres, selles. etc., on le retrouve dans le lait. Donc Ah les oui, ah, pigments, je savais pas. ça colore le Ah oui. lait et ça colore les os également de l'animal. Tellement Ah oui, c'est ça peut être un puissant. peu surprenant. Ouais. Et on appelle ça on appelle ça des vrais colorants rouges en fait. D'accord. Et Oui, donc, c'est assez puissant. c'est Non, je joli savais parce pas. que là, effectivement, la macération nous donne des vraies couleurs également, Oui, profondes, riches, hein. c'est ça, oui. La macération, c'est vraiment l'avantage de la macération, même sur les champagnes rosés, c'est que ça donne vraiment des couleurs vraiment profondes, riches, qui vont pas, entre guillemets, tomber au bout d'un moment, quoi. C'est des couleurs brillantes aussi, hein. Bah, c'est des couleurs naturelles. Ouais, tout à fait, hein. Donc Donc là, voilà, bon, bah, effectivement, dans la couleur, on sent ces nuances, hein. Mm. Moi, j'ai effectivement, j'ai un peu de rubis, j'ai de l'orange,
c'est quelques notes un petit peu plus rouges, mais on revient très rapidement à la brillance, à l'orange. Enfin, c'est très nuancé. On a des gradations comme ça. C'est un voyage déjà, juste à C'est ça, rien regarder. qu'à la couleur. Exactement, hein. Voilà, comme je disais, les couleurs vont être très différentes parce que c'est pas un vin qu'on fait à la couleur, donc d'une année sur l'autre, les couleurs peuvent varier également, quoi. C'est pas un truc fixe, mais on trouve toujours quand même ce côté rubis et un petit peu tuilé, hein. Ça, c'est un marqueur commun. Ouais, ouais. Alors moi, je suis toujours séduit par ce côté cerise. Voilà, on a plein de petits fruits rouges en fait. Ouais, Et, cerise fraise. Chez vous, le côté fraise, il revient souvent, je trouve. oui, souvent, ouais. On nous le dit souvent, un peu C'est fraise, vrai? Ouais. purée. Ouais. Bah, ça doit être dû à nos terroirs parce qu'en fait, notre rosé vient toujours de la même parcelle qui s'appelle Dagonnet, voilà, qui est entre Rissé et Bagnols-la-Fosse. D'accord. Donc Donc, sur la partie un peu sud entre guillemets c'est de ça, ouais. c'est quoi là-haut? C'est comment ça s'appelle? Euh, le Vaille de Fly ou de Fly, je sais pas comment on appelle ça. Ah, C'est par là, non? non, Valfly, c'est pas, c'est un petit peu plus bas. Dagonnet, c'est un peu le même, c'est un tout petit peu, c'est le vallon d'avant en fait. D'accord, ok. Valfly, c'est à part ici et Dagonnet, c'est par là. D'accord, ok. Mais Mais c'est on un est très quand même très beau bien coteau, hein. relevé. Oui, oui. Mm. Là, on est bien relevé dans ce côté-là, hein, de toute façon, hein. Ah oui, oui, on est très, oui, on est plutôt, c'est un Ah, joli coteau pentu, bien exposé, qui regarde la forêt, c'est très beau. donc les vendanges, là, sont ardues, hein. Oui, bah de toute façon, c'est le coteau. Après, il y a pire, hein, on n'a pas les coteaux les plus pentus. Oui, On oui, a des oui, coteaux oui. pentus, mais qui restent raisonnables chez nous, heureusement. Parce qu'au Rissé, on a des pentes qui sont vraiment très, très, très raides. Bon, là, pour travailler, c'est difficile, hein. Donc après, ces notes un petit peu griottes, fraises. Là, on commence à voir le côté un peu plus vineux, avec le côté cassis, réglisse. Hum. J'ai le côté un peu groseille et maquereau aussi. Ouais, c'est vrai que ça revient souvent, ouais. Ouais, C'est un arôme typique d'accord, un petit côté un peu du goût fumé, là. rosé. Mais le nez, c'est vraiment une caresse, hein. On sent de la concentration, de la vinosité et en même temps de la gourmandise. C'est peut-être ça, hein, entre le rosé et le rouge, hein, c'est Voilà, ça. c'est ça, ouais, c'est peut-être ça. Vous caractérisez bien le goût rosé, en fait. Ouais. C'est en fait ce qu'on dit, nous, souvent, c'est que c'est un vin qui a les arômes d'un vin rouge en conservant la fraîcheur du rosé. On n'a pas voilà, le côté tannique du vin rouge. On a vraiment toujours une très très belle fraîcheur et vraiment une très belle complexité de petits fruits rouges, d'épices en bouche. Ouais, tout à fait, hein. Moi, j'ai un peu des petites baies de roncier, là, en fin de bouche. Alors, quelle salinité, hein. Oh là là. Donc, voilà. C'est salin, c'est calcaire à souhait. Petite vinosité, hein. Moi, je trouve qu'en arrière-bouche, la salinité peut appeler, bien sûr, des mets iodés, hein. Et puis, on peut jouer sur le terrain mer. Tu vois, des fois, on fait souvent, il y a des gens qui demandent, ben, moi, je prends que du vin rouge avec des poissons, par exemple. Bah là, si on fait des poissons, entre guillemets, en matelote, et ben, le rosé dérissé, je Ah trouve non, que mais c'est parfait, ouais. Mm. ouais, c'est une bonne occasion d'aller chercher Mm. un poisson, soit avec des petites écailles de chorizo doux, ou une petite sauce crémée au chorizo, enfin, relevé un peu comme ça. Ou même simplement, quelques Saint-Jacques snackés avec une petite sauce au safran, hein, on est complètement dedans, Oui, oui, c'est vrai que ça donne envie là. Donc, il est hein. Ouais, bientôt l'heure de ouais. manger. Maintenant qu'on peut retourner au restaurant. Parce qu'à la maison, c'est pas forcément simple à faire, les Saint-Jacques au safran. Mais au resto, avec un verre de rosé hérissé, ça peut être Ah pas oui, mal. ça va tout ça quand c'est le chef qui le fait, hein. Ça, je suis tout à fait d'accord, hein. Mais bon, moi, je trouve qu'avec un joli filet de bœuf, parce que Oui, là, ça peut ok, être sympa on a aussi, ouais. cette fraîcheur, Bien saignant. voilà, on a cette fraîcheur estivale. Mm. Mais là, avec un joli filet de bœuf, un petit peu de chou rouge, quelques petits champignons, Oui, ça, c'est j'imagine, facile à faire. voilà, ça, Sur le barbecue. j'imagine à la rentrée prochaine, hein. Euh,
un peu plus à l'automne, avec quelques petites griottes bien revenues à la poêle, là, tu vois, qui libèrent un peu leur couleur, avec Ouais, un ça petit peut peu de être, crème. ça donne envie aussi. Ouais, non, mais tu vois, un petit filet de canard, une petite aiguillette de canard, comme Ouais, le ça. canard, c'est bien aussi avec le rosé. Ouais. Ouais, ouais. Pour les Un plats un petit peu canard, plus hiver d'eau, ça c'est chouette. Ouais. comme Bon, il y a ça. plein de possibilités. Hein. Oui, bah C'est oui, un vin qui est en fait qui est facile à boire. c'est ça. Mm. Parce que On est, ça peut s'accorder vraiment beaucoup de choses. Comme tu le dis, plus des choses qui donnent très très envie. Et même sur des plateaux de fromage, des fromages un petit peu doux. Donc vraiment, ça peut accompagner une grosse partie du repas. Hein. ah, tout à fait, hein. Mm. Bon, bah écoute, ouais, tu m'as donné envie. C'est vrai, bah, moi aussi, Ah oui. tu me donnes aussi avec tes exemples d'accords mets-vins, je me suis dit, oh. Alors tournez voir nos amis restaurateurs pour pouvoir manger des trucs sympas avec de rosé dérissé ou même à la maison, cuisiner des trucs aussi avec les amis maintenant qu'on peut un peu plus réinviter des gens et du monde avec le couvre-feu qui va partir, pouvoir faire des bons repas au rosé dérissé ou au champagne aussi. Donc voilà. Tu Mais veux tout sinon, dire? voilà, après, j'invite tout le monde à aller voir pour en savoir plus. Du coup, le site aussi, tout nouveau, tout neuf, tout beau, qui est très intéressant qu'on a fait avec le syndicat du Rosé Dérissé. Nous suivre sur Instagram, le Rosé Dérissé et la maison. Et passez nous voir également au domaine quand vous le souhaitez, pour pouvoir le goûter en vrai, parce que c'est plus sympa qu'en vidéo quand même si la vidéo c'est sympa pour une première approche. Je t'ai perdu.